Ma femme a annoncé qu'elle voulait sortir avec d'autres hommes et que je devais me battre pour la reconquérir lors d'un dîner, devant tout le monde. J'ai ri. Elle s'attendait à ce que je la supplie. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable ce soir-là et j'ai trouvé quelque chose qui a transformé son plan d'évasion soigneusement élaboré en une affaire criminelle. Je m'appelle Colin Stafford. J'ai 42 ans. Je dirige une petite entreprise informatique à Austin, Texas. 12 employés. Des contrats solides. Rien de flamboyant, mais rien dont j'ai à rougir non plus. Je l'ai construite à partir d'une chambre d'amis et d'un rack de serveurs d'occasion quand j'avais 31 ans. Au moment où Paige et moi nous sommes mariés, elle réalisait déjà de vrais bénéfices. Elle aimait cela chez moi à l'époque. La compétence discrète, comme elle l'appelait. Elle disait que c'était la chose la plus attirante qu'un homme puisse avoir. Paige était la directrice financière d'une start-up de technologie médicale en centre-ville. Aiguë comme une lame, douée avec les chiffres, toujours la personne la mieux habillée de n'importe quelle pièce. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a 11 ans. Elle a renversé du vin rouge sur ma veste et s'est excusée avec une telle assurance que j'ai oublié d'être agacé. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés, avons acheté une maison dans le quartier de Terrytown avec un porche enveloppant et un jardin assez grand pour le chien que nous n'avons jamais adopté. Pendant les 5 ou 6 premières années, c'était bien. Pas parfait, aucun mariage ne l'est, mais réel. Nous avons voyagé. Nous avions des blagues intérieures. Nous étions parfois en désaccord sur l'argent, sur la part que je réinvestissais dans l'entreprise par rapport à ce que nous épargnions conjointement, mais nous y arrivions. C'est ce que l'on fait quand on construit quelque chose ensemble. Puis les choses ont changé. Je ne pourrais pas dire exactement quand ça a commencé. C'est ça avec l'érosion lente. Ça ne s'annonce pas, mais avec le recul, les signes étaient là au moins 18 mois avant que tout ne s'effondre. La première chose que j'ai remarquée, c'est le téléphone. Paige y avait toujours été attachée. Risque professionnel pour quelqu'un à son poste. Mais vers le printemps de l'année dernière, elle a commencé à le poser face cachée sur toutes les surfaces, comptoir, table de nuit, table basse. Quand il vibrait, elle y jetait un coup d'œil et orientait l'écran de manière à ce que je ne puisse pas en voir un seul mot. Je me suis dit que c'était le stress. Les startups sont brutales, et son entreprise était en cycle de financement. Je lui ai donné de l'espace. Puis il y a eu les soirées tardives. 2 ou 3 soirs par semaine. Elle rentrait après 20 heures, parfois plus près de 21 heures. Le dîner était déjà froid, moi sur le canapé, la télévision allumée, mais sans vraiment regarder quoi que ce soit. Elle m'embrassait sur la joue, posait son sac et disparaissait sous la douche. Pas d'explication détaillée, juste « longue journée » ou « le conseil veut de nouvelles projections pour vendredi ». J'ai arrêté de poser des questions de suivi après un certain temps parce que les réponses semblaient toujours légères. Elle a aussi commencé à s'habiller différemment, de nouveaux chemisiers, des talons qu'elle n'avait pas portés depuis que nous sortions ensemble, un parfum que je ne reconnaissais pas, quelque chose avec du cèdre et quelque chose de piquant en dessous. Je lui achetais du parfum chaque Noël parce que je savais ce qu'elle aimait. Ce n'était pas ça. Le voisin d'en face, un entrepreneur à la retraite nommé Doug Pelham, qui avait des heures de travail bizarres et promenait son retriever avant le lever du soleil, m'a mentionné quelque chose un samedi matin que je n'ai pas pu ignorer. Nous étions tous les deux en train de relever notre courrier, bavardant sur la chaleur quand il s'est gratté la nuque et a dit, presque comme s'il ne voulait pas, et, juste pour que tu saches, il y a une voiture garée sur votre trottoir quelques matins par semaine. Tôt, vers 6h, 6h30. Une berline gris foncé. J'ai supposé que c'était pour le travail. Je l'ai remercié et je suis rentré. J'ai posé le courrier sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là un long moment, fixant le vide. Une berline grise. Paige partait au travail à 8h15. Une berline grise à 6h du matin n'était pas une chose de travail. La deuxième chose qui m'a glacé est arrivée la même semaine. Comme si l'univers en avait fini d'être subtil. Paige m'avait demandé de prendre sa carte d'assurance dans le classeur. Elle avait un rendez-vous chez le dentiste et en avait besoin pour la réception. J'ai trouvé la carte. J'ai aussi trouvé, glissé dans une pochette cartonnée qu'elle avait mal étiquetée comme « divers médicaux », un ensemble de documents de son gynécologue. Nous essayions d'avoir des enfants depuis environ 3 ans. Je pensais qu'elle avait fait le nécessaire, les conversations, le suivi du calendrier,
le soupir occasionnel à propos du timing et du stress. Mais ce que je tenais dans ma main était un renouvellement d'ordonnance. Une ordonnance contraceptive remplie il y a 8 mois, remplie à nouveau 4 mois plus tard. Je suis resté dans ce couloir, le classeur toujours ouvert, la carte d'assurance dans une main et ses papiers dans l'autre, et quelque chose dans ma poitrine est resté absolument immobile. Pas de colère, pas de chagrin, juste une clarté froide et précise. Le genre qui arrive quand votre cerveau arrête enfin de vous protéger de la vérité. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Je lui ai apporté la carte d'assurance. Je l'ai embrassée sur la joue quand elle est partie chez le dentiste. Et j'ai commencé à faire très attention. J'ai passé ma carrière à construire des systèmes conçus pour détecter les anomalies, les tentatives d'intrusion, les fuites de données, les schémas comportementaux qui ne correspondent pas à la ligne de base. On s'entraîne à remarquer quand quelque chose ne va pas. Non pas parce qu'on est paranoïaque, mais parce qu'ignorer un signal d'avertissement coûte plus cher que de l'investiguer. Cet instinct professionnel est le même qui m'a continué à me titiller dans les semaines après avoir trouvé ces ordonnances dans le classeur. Je n'ai pas confronté Paige. Pas encore. Confronter quelqu'un avant d'avoir une vue d'ensemble, c'est du niveau amateur. On les alerte. Ils ajustent leur comportement. Et tout d'un coup, la piste se refroidit. Alors j'ai observé. J'ai écouté et j'ai commencé à tenir un journal mental. Les soirées tardives ont continué, 3, parfois 4 soirs par semaine maintenant. Elle rentrait avec ce regard prudent et composé qu'elle portait quand elle gérait quelque chose. La même expression qu'elle utilisait lors des réunions du conseil d'administration quand les chiffres n'étaient pas bons, mais qu'elle avait besoin que la pièce reste calme. Je connaissais ce visage. Je ne m'attendais simplement pas à le voir pointer vers moi à travers notre propre cuisine. Le parfum est réapparu. Cédrait quelque chose de piquant. Je l'ai cherché un après-midi pendant qu'elle était au travail. J'ai décrit l'odeur à un outil de recherche de site web de parfum et j'ai obtenu une correspondance en moins de 2 minutes. C'était une eau de cologne pour homme ou une odeur transférée. Je suis resté longtemps avec ça avant de fermer l'ordinateur portable. Puis est arrivée Shirley. La mère de Paige était restée avec nous pendant 3 semaines. Soi-disant en convalescence d'une prothèse de genou qu'elle avait subie fin février. Elle avait 69 ans, têtue comme un vieux chêne, et plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. Je m'étais toujours assez bien entendu avec Shirley. Elle était directe, parfois abrupte, et elle faisait une poitrine de bœuf exceptionnelle. Mais pendant cette visite, quelque chose était différent. Elle était trop prudente avec moi, trop délibérée dans ses mots d'une manière qui semblait répétée. Shirley n'était pas une femme répétée. Quand j'entrais dans une pièce où elle et Paige parlaient, la conversation s'arrêtait, pas une pause, elle s'arrêtait, et elles me regardaient toutes les deux avec la même expression légèrement trop neutre. Cela s'est produit 4 fois en 5 jours. La 4e fois, je me suis excusé et je suis allé sur la véranda arrière et je suis resté dans l'obscurité un moment à assembler les pièces. Shirley savait ce qui se passait. La mère de Paige était au courant. Cela signifiait que ce n'était pas nouveau et que ce n'était pas anodin. J'ai appelé ma sœur Tess ce vendredi soir depuis ma voiture, dans le parking du bureau. Tess avait 40 ans, 2 ans de moins que moi, vice-principale de lycée avec les instincts les plus vifs de notre famille. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui pour Tess était un acte de retenue significatif. « Depuis combien de temps es-tu là-dessus » a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. « Quelques semaines » lui ai-je dit. « Et tu n'as rien dit à Paige » ? « Pas encore. » Il y eut un silence. « Bien » a dit Tess doucement. « Ne le fais pas. Pas avant de tout savoir. » Ce que je n'avais pas dit à Tess, et que je n'avais dit à personne, c'est que j'avais déjà commencé à chercher. Pas de manière agressive. Pas encore. Mais j'avais effectué un scan passif de notre trafic réseau domestique 3 jours plus tôt. Rien de dramatique, juste un instantané de l'activité des appareils et des horodatages de connexion sur une fenêtre de 2 semaines. Ce que j'ai trouvé était suffisant pour me dire que l'ordinateur portable professionnel de Paige avait communiqué avec un serveur de messagerie personnelle entre 22h et minuit à 7 reprises distinctes. Pas son serveur d'entreprise, mais un serveur personnel enregistré auprès d'un fournisseur tiers spécialisé dans la correspondance cryptée. Je n'ai pas encore fouillé le contenu. Je voulais être méthodique. La précipitation donne des réponses partielles, et les réponses partielles vous font agir sur des informations incomplètes.
J'ai vu cela détruire des cas au travail. Je n'allais pas laisser cela se produire ici. Ce qui m'a poussé à la phase suivante n'était pas une stratégie. C'était un mardi soir, je suis rentré plus tôt d'une réunion client qui s'était terminée 1 heure avant l'heure prévue. Je suis entré dans l'allée à 17h40 et j'ai immédiatement remarqué que la lumière de la chambre d'amis était éteinte. Shirley avait toujours la télévision allumée avant 17h. Toujours. La maison semblait différente, plus silencieuse. Je suis entré par la porte latérale et je suis resté dans le couloir à écouter. Des voix étouffées venaient de la cuisine. D'abord la voix de Paige. Basse, rapide, le ton qu'elle utilisait quand elle travaillait sur un problème. Puis celle de Shirley, plus lente, plus posée. J'ai saisi 3 mots avant qu'elle n'entende la porte et ne se taise. 3 mots dans la voix de Shirley, de manière indubitable, avant qu'il ne demande. Je suis entré dans la cuisine, ma veste toujours sur le dos. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je les ai regardées toutes les deux. Paige a retrouvé ses esprits la première, me lançant un sourire qui était techniquement un sourire. Shirley regardait par la fenêtre. « Tu es en avance », a dit Paige. « La réunion est terminée », ai-je répondu. J'ai regardé Shirley. « Comment va le genou aujourd'hui, Shirley ?»« Mieux », a-t-elle dit, ne me regardant toujours pas tout à fait dans les yeux. « Ça vient. » J'ai hoché la tête, me suis versé un verre d'eau et leur ai dit que j'avais du travail à finir à l'étage. Je suis monté dans mon bureau à domicile, j'ai fermé la porte, me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon logiciel de surveillance réseau. Cette fois, je suis allé plus loin. Ce que j'ai trouvé au cours des 2 heures suivantes a complètement changé la donne de ce que je pensais gérer. Car il ne s'agissait pas seulement de messages vers un serveur privé. Enfoui dans les métadonnées d'un dossier cloud synchronisé que Paige utilisait pour les documents de travail se trouvait une feuille de calcul financière, une que je ne reconnaissais pas. Étiquetée avec un code de projet anodin qui contenait des numéros de compte que je n'avais jamais vus auparavant et un nom de bénéficiaire qui n'était pas le mien. J'ai noté chaque numéro, chaque nom, chaque date. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une experte comptable judiciaire que je connaissais par un contact professionnel. Une femme discrète et professionnelle, nommée Dana Osgood, qui ne posait pas de questions inutiles. J'ai besoin de savoir si de l'argent a été déplacé, lui ai-je dit, et j'ai besoin de savoir où il est allé. Une brève pause. Envoyez-moi vos documents. Je commencerai le traçage aujourd'hui. C'était un samedi soir de fin avril lorsque Paige a finalement dit ce qu'elle préparait depuis des mois, et elle a choisi le pire endroit possible pour le faire, ce qui, avec le recul, vous dit tout sur son état d'esprit. Nous étions à un dîner chez nos amis Kyle et Andrea Fleming. 8 personnes autour d'une longue table à manger. Du bon vin. Le genre de conversation facile qui coule lorsque tout le monde se connaît depuis assez longtemps pour sauter les petites discussions. J'avais été silencieux la plupart de la soirée. Pas de manière évidente. J'ai ri quand il le fallait. J'ai rempli les verres, répondu aux questions, mais intérieurement, je portais tout ce que j'avais trouvé au cours des 2 dernières semaines comme une pierre dans ma poitrine. Paige avait été différente toute la soirée. Animée, rougie, comme si elle fonctionnait sur une source d'énergie privée à laquelle le reste d'entre nous n'avait pas accès. Elle avait bu 2 verres de cabernet avant que nous ne nous assoyions. Au plat principal, elle en était à son 4e. Je l'ai regardée et n'ai rien dit. Ce fut pendant une accalmie de la conversation, une de ces pauses naturelles où tout le monde reprend son souffle et tend la main vers son verre, qu'elle l'a fait. Elle a posé son verre de vin, s'est tournée pour me faire face de l'autre côté de la table, et l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Colin, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux explorer d'autres relations. Je veux toujours que nous restions mariés. J'ai besoin de la liberté de comprendre certaines choses. La table est devenue silencieuse, pas le genre confortable. Kyle s'est arrêté avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Andrea m'a regardé. Le couple d'en face, des amis de longue date nommés Rob et Jennifer, ont tous deux fixé la nappe. Paige me regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme pleine d'attente. Comme si elle attendait que je discute, que je supplie, que je lui demande ce que je pouvais faire pour arranger les choses. Comme si elle s'attendait à ce que je me batte pour elle là, devant tout le monde. Au lieu de cela, j'ai ri. Pas un rire cruel. Pas joué. Il est juste sorti. Un son court et sincère d'incrédulité devant l'audace pure du moment. J'ai posé ma serviette sur la table,
Me suis adossé à ma chaise et les regardé avec le regard le plus égal que j'ai pu gérer. Tu veux sortir avec d'autres hommes, ai-je dit. Et tu veux que je me batte pour te reconquérir? C'est ça l'idée? Son expression a changé. Quelque chose s'est tendu derrière ses yeux. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Parce que je ne vais pas faire ça, ai-je poursuivi, en gardant ma voix calme. Je ne vais pas me battre pour une femme qui a déjà fait son choix. Ce n'est pas de la force, Paige. C'est juste te ridiculiser. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son visage était passé de rougi à quelque chose de plus rouge. Pas le vin, pas la chaleur. Quelque chose qui se rapprochait de la couleur spécifique d'une personne qui s'attendait à un résultat très différent et ne savait plus quoi faire. J'ai regardé autour de la table, j'ai salué nos amis d'un bref signe de tête et je me suis levé. Merci pour le dîner, ai-je dit à Kyle et Andrea. C'était vraiment une bonne soirée jusqu'à il y a environ 90 secondes. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise, serré la main de Kyle et suis sorti par la porte d'entrée dans l'air frais de la nuit. J'ai conduit jusqu'à un hôtel dans l'est de la ville. Rien de chic, propre, calme, anonyme, le genre d'endroit où personne ne s'attend à une conversation. Je me suis enregistré, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et je me suis assis sur le bord du lit, mon ordinateur portable ouvert et l'unique lampe de la chambre projetant un cône étroit de lumière jaune sur le bureau. Je ne fuyais pas. Je me retirais d'une situation qui n'exigeait plus ma présence afin de pouvoir me concentrer sur ce qui devait réellement être fait. J'ai ouvert le portail d'accès à distance pour notre réseau domestique. La même infrastructure de surveillance que j'utilisais professionnellement depuis des années, installée sur notre système lorsque je l'avais configuré pour la première fois et jamais retiré. En 40 minutes, j'étais dans les appareils synchronisés de Paige. Je ne cherchais pas le drame. Je cherchais de la documentation. Ce que j'ai trouvé dans les métadonnées des photos m'a figé. Les horodatages, les coordonnées GPS intégrées dans les images qu'elle avait envoyées depuis son téléphone. Elle l'a situé à notre domicile à 4 occasions distinctes, le matin, lorsque je voyageais pour le travail de mes clients. Pas un hôtel, pas chez lui, mais chez nous. Je suis resté très immobile et j'ai regardé ces coordonnées pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service après-vente de notre entreprise de meubles. J'ai laissé un message vocal détaillé demandant un devis de remplacement complet pour les ensembles de salon et de chambre et j'ai demandé que la facture soit préparée au nom de Paige à des fins de facturation. Ce n'était pas mesquin. C'était la première action concrète que je pouvais entreprendre dans une situation qui était devenue très sale sans ma connaissance ou mon consentement. À 2 heures du matin, la chambre d'hôtel était devenue tout autre chose. J'avais éloigné le petit bureau du mur, disposé mon ordinateur portable, mon téléphone et un bloc-notes juridique jaune en un triangle de travail serré, et je parcourais l'empreinte numérique de Paige avec la même concentration systématique que j'apportais à tout audit professionnel. Ce que j'ai trouvé dans la première heure m'a dit que l'affaire durait depuis au moins 5 mois. Le serveur personnel crypté qu'elle utilisait, celui que j'avais repéré dans le trafic réseau domestique 2 semaines plus tôt, contenait des fils de messages enregistrés sous un nom de contact qui disait le P. Langford Vendor. Le nom de famille de Spencer, comme il s'est avéré, était Langford. Il était chef de produit senior dans une entreprise de technologie médicale concurrente. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence industrielle à Phoenix il y a 8 mois. Les messages ont commencé de manière professionnelle. En moins de 3 semaines, ils ne l'étaient plus. Je ne les ai pas tous lus. Je n'en avais pas besoin. J'ai relevé les horodatages, fait des captures d'écran des échanges clés, catalogué les dates et les ai recoupés avec les synchronisations de calendrier de Paige. Le modèle était systématique. Les mardis soirs et certains vendredis après-midi, toujours encadrés dans son calendrier comme des appels clients ou des sessions de stratégie. Puis j'ai trouvé les registres d'hôtels, 2 séjours distincts dans un établissement situé à 12 minutes de notre maison. Le premier un mardi il y a 6 semaines. Le second un jeudi, 3 jours avant que Paige n'ait annulé une réservation de dîner que j'avais faite pour notre anniversaire, invoquant une réunion d'urgence du conseil d'administration qui, selon le calendrier public de l'entreprise, n'avait pas existé. J'ai noté les 2 dates, les 2 numéros de confirmation, les 2 montants des chambres facturées à une carte d'entreprise qu'elle gérait de manière indépendante via la start-up. Les données GPS des photos, cependant, m'ont vraiment anéanti. Le matin, pendant que je voyageais, 2 fois à Dallas, 1 fois à Denver, 1 fois pour une conférence de 2 jours à Nashville.
La trace numérique de Spencer le plaçait à notre domicile. À l'intérieur de la maison que j'avais achetée. Les pièces que j'avais rénovées le week-end de mes propres mains. J'ai fermé l'ordinateur portable à 2h45, me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. La ville à l'extérieur était silencieuse. Quelques fenêtres éclairées dans l'immeuble d'en face. Des phares se déplaçaient lentement sur la route en contrebas. J'ai pensé à la version de moi-même qui était entrée à ce dîner 6 heures plus tôt, portant tout cela en silence, accordant encore à Paige le bénéfice du doute que je n'avais plus aucune raison logique d'accorder. Cette version de moi avait disparu. Ce qui l'avait remplacé n'était pas de la rage. C'était une sorte de clarté froide et tournée vers l'avenir que je reconnaissais des moments professionnels les plus difficiles de ma carrière. Le problème était défini. Vint maintenant la solution. J'ai appelé Dana Osgood à 8 heures le lendemain matin. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, calme et professionnelle. J'ai identifié des transferts non autorisés via un compte joint et un compte secondaire dont je n'étais pas entièrement au courant, lui ai-je dit. J'ai besoin d'une image médico-légale complète, où l'argent est allé, combien, et si l'une des transactions constitue une fraude électronique. Une brève pause. Envoyez-moi votre documentation. Je commencerai le traçage aujourd'hui. Je lui ai tout envoyé avant 9h15. Puis j'ai pris une douche, j'ai mis les mêmes vêtements que j'avais portés au dîner et je suis allé à mon bureau parce que le reste du monde avait encore un mardi à passer. Et moi aussi. Mais le jeu avait changé. Paige ne le savait pas encore. Dana Osgood m'a appelé un mercredi matin, 4 jours après que je lui ai envoyé le dossier de documentation. J'étais assis à mon bureau, la porte fermée et une tasse de café refroidissant à côté de mon clavier. Elle n'a pas perdu de temps en préambule. Monsieur Stafford, j'ai terminé le traçage initial, a-t-elle dit. Vous allez vouloir prendre des notes. J'avais déjà un bloc-notes légal ouvert. Allez-y. Ce qu'elle a exposé au cours des 20 minutes suivantes était méthodique et, étrangement, presque impressionnant. La manière dont une fraude bien ficelée est généralement, jusqu'au moment où quelqu'un avec les bons outils la regarde directement. Paige avait transféré de l'argent de notre compte d'épargne joint par petites sommes pour éviter de déclencher des alertes automatiques. Jamais plus de $6 000 à la fois. Toujours espacés d'au moins 12 jours. Toujours le matin, lorsque j'avais des appels clients prévus, ce qui signifiait qu'elle connaissait mon calendrier, ce qui signifiait qu'elle planifiait cela tout en étant assise en face de moi à la table du petit déjeuner. En l'espace de 7 mois, le total s'élevait à un peu moins de $840 000. La majeure partie avait atterri sur un compte personnel qu'elle avait ouvert dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, à son seul nom. Mais ce sont les transferts secondaires qui ont transformé cette découverte douloureuse en une affaire potentiellement criminelle. 3 paiements totalisant $160 000 avaient été virés du compte personnel de Paige à une entité commerciale appelée Langford vers Point Solutions LLC. L'entreprise de Spencer Langford, enregistrée il y a 4 mois dans le comté de Travis. Son objectif commercial déclaré était le conseil en technologie. Son seul client, selon les factures que Dana avait obtenues via une demande d'archives publiques, était une référence fictive, un nom d'entreprise qui ne correspondait à aucune entreprise enregistrée dans aucune base de données d'État. En clair, a dit Dana, votre femme a transféré une part significative des biens matrimoniaux à son partenaire romantique sous le couvert d'une transaction commerciale. Ce n'est pas seulement une affaire civile dans une procédure de divorce. Selon la façon dont son avocat la présentera. Cela pourrait atteindre le seuil de la fraude électronique au niveau fédéral. J'ai noté ça et je l'ai souligné 2 fois. La documentation est-elle solide, ai-je demandé. Assez solide pour qu'un expert comptable judiciaire se sente à l'aise de la présenter à un enquêteur fédéral, a-t-elle dit. La piste documentaire est nette. Elle n'a pas particulièrement bien couvert ses traces. Elle s'est appuyée sur l'hypothèse que vous ne cherchiez pas. Cette hypothèse avait été son erreur la plus coûteuse. J'ai remercié Dana, mis fin à l'appel et je suis resté un instant, mon stylo tapotant lentement le bloc-notes. Puis j'ai fait quelque chose pour lequel je me préparais depuis la semaine précédente. J'ai pris mon téléphone personnel, pas mon téléphone professionnel, pas un appareil connecté à notre réseau domestique, et j'ai appelé Paige. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix soigneusement neutre. Colin, je pensais que nous devrions parler, ai-je dit. À propos des finances. Une pause. Pas longue. Peut-être 2 secondes, mais suffisante. À propos de quoi?
J'ai examiné le compte joint, ai-je dit, il y a des transferts que je ne reconnais pas. Je pensais que vous pourriez m'expliquer. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai géré certaines allocations de réserve fiscale. Vous savez à quel point notre tranche est devenue complexe après la clôture de la série B. J'allais vous en parler. Bien sûr, ai-je dit. Pouvez-vous me parler spécifiquement des transferts à Langford Vertex Solutions? Les 3 paiements totalisant 160 000 $. Le silence qui a suivi était différent des autres. Il avait une texture. La texture de quelqu'un qui fait des calculs très rapidement. C'est une relation fournisseur, a-t-elle finalement dit. Du conseil en technologie pour la start-up. C'est passé par mon budget discrétionnaire, via notre compte d'épargne joint, ai-je dit, pas le compte d'exploitation de la start-up. Il y avait un problème de trésorerie à l'époque. C'était toujours censé être remboursé. Je vois, ai-je dit. Et les autres transferts? Ceux vers votre compte personnel à la Loan Star Credit Union? Le total qui s'élève à un peu plus de 800 000 $. Cette fois, elle n'a pas répondu du tout. Paige, ai-je dit calmement. Je n'appelle pas pour me disputer. Je veux juste m'assurer de comprendre la situation complète avant de parler à mon avocat. Votre avocat, a-t-elle dit. Sa voix était devenue très plate. Cela semble être la bonne étape suivante, ai-je dit, compte tenu de tout. Je l'ai entendu expirer. Et puis, d'une voix plus basse, tendue par quelque chose entre le calcul et la frustration, elle a dit, Colin, si tu penses rendre ça conflictuel. Je veux que tu comprennes que c'est moi qui ai soulevé la question de notre relation en premier. Cela a des implications juridiques sur la façon dont la faute est présentée. Et voilà. J'ai laissé un bref silence passer. Bon à savoir, ai-je dit. Je transmettrai. J'ai mis fin à l'appel et j'ai sauvegardé l'enregistrement sur mon lecteur cloud chiffré. Dans l'État du Texas, l'enregistrement d'un appel avec le consentement d'une partie, vous-même, est entièrement légal. J'étais la partie consentante. Chaque mot qu'elle avait prononcé à propos de la relation avec le fournisseur, de l'affectation fiscale, des implications légales de qui avait soulevé la question en premier, tout cela était maintenant documenté en audio. Elle n'avait pas encore appelé d'avocat quand elle a dit cela. Je pouvais le dire à la façon dont elle l'a dit. Non poli, réactif, une manœuvre tactique faite sans conseil, ce qui signifiait qu'elle opérait toujours en partant du principe qu'elle contrôlait le calendrier. Elle ne le faisait pas. C'était moi. À la fin de cette semaine-là, le tableau était complet. Pas agréable, mais complet. Il y a une différence. Un tableau complet ne signifie pas que l'on se sent bien en le regardant. Cela signifie que l'on cesse d'être surpris par lui. Tess est venu à mon appartement temporaire. J'avais quitté l'hôtel pour un logement meublé à court terme dans le sud de la ville, un jeudi soir, avec 2 sandwichs et l'expression qu'elle arborait quand elle connaissait déjà la réponse à la question qu'elle allait poser. C'est grave, a-t-elle dit en posant la nourriture sur le comptoir. Complet, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Les 7 mois de transfert, la LLC, les 160 000 $ à Spencer, l'appel enregistré. Elle a écouté les bras croisés et la mâchoire serrée. La façon dont elle écoutait les situations disciplinaires à son école, absorbant sans réagir jusqu'à ce qu'elle ait l'inventaire complet. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit que ça avait des implications légales, qu'elle avait soulevé la question en premier. Correct. Tess a secoué lentement la tête. Elle essayait de te devancer. De se présenter comme celle qui a révélé proactivement les problèmes du mariage. Pour que toute accusation d'infidélité soit brouillée. C'est exactement ce qu'elle faisait, ai-je dit. Son avocat, quel qu'il soit, lui aurait probablement conseillé quelque chose comme ça, sauf qu'elle l'a fait avant d'avoir un avocat et elle l'a fait sur une ligne enregistrée. Tess a presque souri, presque. Et Spencer. J'avais passé 2 jours à élaborer un profil complet de Spencer Langford, et ce que j'ai découvert a ajouté une autre couche à l'ensemble. Il ne s'était pas simplement matérialisé lors d'une conférence industrielle il y a 8 mois. Il avait un schéma. 3 entreprises en 5 ans, chaque départ lié à une relation avec une collègue. Jamais documenté, jamais officiellement escaladé, toujours géré discrètement. Un accord de séparation, un transfert interne à une autre division, une démission mutuelle présentée comme une restructuration. Il était doué pour cela.
Il trouvait des femmes ambitieuses dans des environnements à haute pression, leur faisait se sentir comprises, et laissait la relation suivre son cours jusqu'à ce qu'elle serve ses objectifs ou cesse de le faire. Paige n'était pas une histoire d'amour. Elle était une cible. Cette information allait dans un dossier pour l'employeur actuel de Spencer, mais pas encore. Le timing importait. La chose que je n'avais pas encore dite à Tess, la chose avec laquelle je continuais de composer, venait d'un détail enfoui dans un fil de messages que j'avais extrait de la sauvegarde synchronisée de Paige. Une référence, décontractée et brève, à la femme de Spencer. Son nom était Michelle. Elle avait 37 ans. Et selon un commentaire que Paige avait fait dans un message il y a 8 semaines, Michelle était enceinte de 7 mois. Je suis resté longtemps avec ça avant de dire quoi que ce soit à voix haute. D'un côté, Michelle Langford n'avait rien fait de mal. Elle portait un enfant et vivait une version de sa vie qui n'avait pas encore été contaminée par la vérité. D'un autre côté, elle construisait cette vie sur une fondation de mensonges. Et à un moment donné, les mensonges allaient s'effondrer, que je sois impliqué ou non. J'ai réfléchi à ce que je voudrais dans sa position. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Puis j'ai fait rédiger une lettre, non pas par moi directement, mais par un service de courrier anonyme tiers que j'avais utilisé une fois auparavant pour une divulgation de sécurité. Aucune accusation, aucun commentaire éditorial, juste un dossier de documentation, des horodatages, des messages, des numéros de confirmation d'hôtel. Le genre de preuve qui parle sans avoir besoin d'un narrateur. Je l'ai envoyé un mardi. Je n'ai pas attendu de réponse. Ce qui s'est passé dans le foyer Langford après l'arrivée de cette enveloppe, c'était entre Michelle et l'homme qu'elle avait épousé. J'avais juste veillé à ce qu'elle ait les informations qu'elle méritait d'avoir. Tess, quand je lui ai raconté, est restée silencieuse un long moment. « Tu penses que c'était la bonne décision ?» a-t-elle demandé. « Je pense qu'elle avait le droit de savoir », ai-je dit. Ce qu'elle en fait est sa décision, mais personne n'a le droit d'être tenu dans l'ignorance de sa propre vie. Pas même des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Tess a hoché la tête lentement. Elle n'a pas discuté. Elle savait, aussi bien que quiconque, ce que c'était que d'être la dernière personne dans la pièce à découvrir ce que tout le monde savait déjà. Le nom de mon avocat était Robert Haye, 56 ans, ancien associé contentieux, le genre d'homme qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Il avait un bureau sur Congress Avenue avec des diplômes encadrés qu'il ne mentionnait jamais et une réputation dans la communauté juridique d'Austin qui précédait chaque conversation à laquelle il participait. Je l'avais rencontré 2 fois avant le mercredi de cette semaine. Il savait tout, les transferts, la LLC, l'appel enregistré, les métadonnées des photos, le rapport médico-légal de Dana Osgood. Il avait tout examiné avec la même minutie posée qu'il apportait probablement à chaque affaire. Et quand il eut fini, il me regarda par-dessus ses lunettes de lecture et dit « Monsieur Stafford, je veux agir avant qu'elle ne retienne un avocat et ne dépose une contre-narration. » La fenêtre est étroite, mais elle est ouverte. Le mercredi matin, Robert a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de district du comté de Travis à 9h15. À 9h40, une ordonnance du tribunal a été émise, gelant tous les comptes joints en attendant un examen de distribution équitable basé sur des preuves documentées de transfert d'actifs non autorisés. Le rapport de Dana Osgood était joint en tant que pièce justificative. À 10h30, le directeur des ressources humaines de la start-up MedTech a reçu un email. Il venait du bureau de Robert. Non anonyme, non informel. Une lettre légale formelle informant l'entreprise que leur directrice financière faisait l'objet d'une procédure civile active impliquant des allégations de détournement de fonds et que la documentation pertinente avait été conservée pour une éventuelle divulgation. La lettre ne contenait aucune exigence. Elle se contentait de mettre l'entreprise en alerte. À 14h, l'accès de Paige avec son badge avait été suspendu en attendant un examen interne. J'étais dans mon bureau lorsque mon téléphone a sonné à 14h47. Le numéro de Paige. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. « Que as-tu fait ?» Sa voix était tendue, sous pression. La voix de quelqu'un qui vient d'entrer dans une pièce et a découvert que toutes les issues ont été discrètement verrouillées. J'ai déposé une demande de divorce, ai-je dit, et je me suis assuré que les comptes joints sont protégés pendant que le tribunal examine les transferts d'actifs. Tu as fait suspendre mon accès. J'ai informé ton employeur d'une procédure judiciaire en cours, ai-je dit, ce qu'ils ont fait de cette information, c'était leur décision. Une pause. Quand elle a parlé à nouveau,
sa voix était devenue plus dure, plus délibérée. J'ai un avocat. Vous aurez de ses nouvelles d'ici la fin de la journée. Très bien, ai-je dit, Robert Hay est mon avocat. Dites-lui de contacter son bureau. Une autre pause. Puis, Colin, nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Page, ai-je dit. Tu as retiré 840 000 $ de notre compte d'épargne joint en 7 mois. Tu as transféré 160 000 $ de cette somme à la LLC de Spencer Langford sous le couvert d'une relation de fournisseur fabriquée de toutes pièces. Tu avais l'intention de partir avant même de me dire un mot de tout ça. J'ai gardé ma voix égale, pas froide, juste claire. Nous y sommes déjà. Nous avons commencé à en arriver là au moment où tu as décidé que je ne méritais pas la vérité. Je l'ai entendu expirer. J'ai entendu autre chose en dessous. Pas de chagrin exactement, mais le son spécifique d'une personne qui regarde un plan qu'elle croyait solide se défaire de toutes parts. Ce n'est pas mon visage qu'il faut lire ici, a-t-elle dit. Et au moment où elle a dit cela, j'ai compris ce qu'elle avait attendu tout ce temps. Elle avait attendu l'embarras. Le mien. Elle m'avait imaginé me débattre, rivaliser, essayer de reconquérir une femme qui avait déjà décroché. Elle avait bâti toute sa stratégie de sortie autour d'une version de moi qui n'existait plus. Non, ai-je convenu calmement. Ce n'est pas le cas. J'ai mis fin à l'appel. L'avocate que Page avait engagée, une femme nommée Victoria Cross, s'est avérée avoir un problème qu'elle n'avait pas anticipé. Robert l'a découvert en moins de 48 heures. Victoria Cross avait représenté Kyle Fleming, notre ami commun à la table duquel Page avait fait son annonce, dans un litige commercial 3 ans plus tôt. Kyle était répertorié comme un témoin potentiel dans ma procédure, ayant été présent lors de la déclaration publique de Page. C'était un conflit d'intérêts évident. Victoria Cross s'est retirée de l'affaire le vendredi après-midi. Page a passé la semaine suivante à trouver une nouvelle représentation. Cette semaine lui a coûté en manœuvre juridique. Perdre son avocat en cours de procédure est l'équivalent de perdre pied sur une route verglacée. Tout ce qui suit se produit plus vite que vous n'y êtes préparé. Je n'ai pas jubilé. Je ne me suis même pas accordé beaucoup de satisfaction. J'ai juste continué d'avancer, une étape documentée à la fois. Le dossier sur Spencer Langford m'a pris 4 jours à assembler et c'était l'une des pièces d'enquête les plus propres que j'ai réalisées en dehors d'un contexte professionnel. Je ne partais pas de rien. Je connaissais déjà les 3 entreprises en 5 ans. Chaque départ discret, chacun lié à une relation avec une collègue qui s'était mal terminée et avait été gérée plutôt que traitée. Ce dont j'avais besoin, c'était le tissu conjonctif, nom, chronologie, suffisamment de spécificité pour que le schéma soit indéniable pour quiconque le regarderait. 2 des femmes n'étaient pas difficiles à trouver. L'une avait déménagé dans un cabinet à Denver et avait un profil LinkedIn qui incluait un vide dans son historique d'emploi qui correspondait précisément aux dates du départ discret de Spencer de son entreprise précédente. L'autre avait quitté complètement l'industrie. Je n'ai contacté aucune d'elles. Ce n'était pas ma place. Ce que j'ai compilé était strictement documentable, des dossiers RH accessibles via des bases de données de licences professionnelles, des dossiers d'accord de séparation disponibles via les registres du tribunal de comté. Une seule action civile qui avait été réglée discrètement et était une question de dossier public, même si elle n'avait jamais fait la une des journaux. Je l'ai emballé soigneusement. Pas de commentaire éditorial, pas d'accusation, juste la chronologie documentée, la source citée, présentée dans le même format clair que j'utilisais pour les rapports de sécurité des clients. Je l'ai envoyé à l'employeur actuel de Spencer, une entreprise de technologie médicale de taille moyenne avec un directeur des ressources humaines publiquement répertorié, via un email formel qui s'identifiait comme provenant d'un professionnel de l'industrie concernée. 3 jours plus tard, Spencer Langford a été mis en congé administratif. Je l'ai découvert non pas par une surveillance ou une enquête, mais parce que Spencer me l'a dit lui-même. Il est apparu à ma porte un jeudi soir, sans prévenir, mal rasé, portant une veste qui semblait avoir été portée toute la nuit. Il ressemblait à un homme qui venait de voir sa vie s'organiser contre lui. J'ai ouvert la porte et l'ai regardé sans parler. J'ai besoin de 5 minutes, a-t-il dit, sa voix d'une régularité prudente, comme quelqu'un qui avait répété un discours en voiture en venant. Tu en as une, ai-je dit. Il a expiré. Je sais ce que tu as fait. Avec la documentation, l'email au RH, il a fait une pause. Je ne suis pas ici pour te menacer. Je voulais juste dire, d'homme à homme,
que je sais que j'ai causé des dommages et je ne vais pas faire semblant du contraire. Je l'ai étudié un instant. Il me regardait avec l'expression d'une personne qui espérait, contre toute attente raisonnable, qu'une porte s'ouvrirait. D'homme à homme, ai-je dit, tu as passé des mois dans ma maison. Tu as été impliqué avec ma femme pendant qu'elle transférait des biens matrimoniaux sur ton compte professionnel et tu es à ma porte pour demander quoi exactement? Il n'a pas répondu. Voici ce que je vais te dire. D'homme à homme, ai-je continué, en gardant ma voix égale. Tu as fait tes choix. Les conséquences qui te suivent maintenant ne sont pas quelque chose que j'ai arrangé par dépit. C'est juste ce qui arrive quand un schéma de comportement documenté est documenté une fois de plus. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai regardé un instant de plus. Il n'avait plus rien à dire, et nous le savions tous les deux. Bonne chance, Spencer, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Je suis resté dans le couloir de mon appartement un instant après, écoutant le son de ses pas s'éloigner dans le couloir. Aucune satisfaction, aucune colère résiduelle, juste la sensation nette et tranquille d'un chapitre qui avait dit tout ce qu'il avait à dire et était maintenant terminé. Michel Langford, j'ai appris de seconde main par un contact industriel mutuel 2 semaines plus tard, avait engagé un avocat spécialisé en divorce et était retourné chez sa famille à San Antonio. Elle avait eu son bébé, une fille, apparemment en bonne santé. Quoi qu'il lui arrive ensuite, elle y faisait face les yeux ouverts. Cela comptait pour moi plus que je ne l'avais imaginé. Les documents que Paige avait autrefois si soigneusement cachés étaient maintenant l'architecture d'une affaire qui progressait régulièrement devant les tribunaux sans qu'elle puisse la ralentir. Elle avait construit une voie d'évasion avec précision et patience. Ce qu'elle n'avait pas construit, c'était une éventualité pour la possibilité que je regarde les plans tout le temps. L'audience était prévue pour un jeudi matin fin juin, 8 semaines après que Robert ait déposé la requête initiale. Tribunal de la famille du comté de Travis, 3e étage, salle d'audience C. Je suis arrivé 20 minutes en avance dans un costume gris foncé que je n'avais pas porté depuis une présentation client 2 ans auparavant. J'ai trouvé une place à la table du demandeur et j'ai révisé mes notes tandis que la salle se remplissait autour de moi. Paige est entré avec son nouvel avocat, un homme nommé Douglas Farré, qui avait repris l'affaire après le retrait de Victoria Cross. Il était assez compétent d'après ce que Robert m'avait dit, mais il avait hérité d'un dossier déjà considérablement défavorable à sa cliente. Il avait l'air de quelqu'un qui faisait de son mieux avec ce qu'on lui avait donné. Paige s'est assise sans me regarder. Elle était soigneusement habillée, sobre, contrôlée, l'image d'une femme professionnelle naviguant dans une situation injuste. J'ai remarqué l'effort qu'elle y mettait, la façon dont elle avait calibré chaque aspect de son apparence pour l'auditoire spécifique d'un juge. La juge Carol Eroer est entrée à 9h02. 63 ans, 21 ans d'expérience, une réputation parmi les avocats en droit de la famille d'Austin comme quelqu'un qui lisait les dossiers en profondeur avant de s'asseoir et ne tolérait pas les mises en scène dans sa salle d'audience. Elle s'est installée sur sa chaise, a ouvert le dossier devant elle et a parcouru la première page sans parler. Puis elle a levé les yeux. « Monsieur Farré », a-t-elle dit, « votre cliente a déposé une réponse affirmant une détresse émotionnelle comme facteur atténuant dans les réclamations de transfert d'actifs. Je l'ai lu. Je veux aborder quelque chose avant de poursuivre. » Elle a posé la page et a joint les mains. La détresse émotionnelle est une condition. Ce n'est pas un instrument financier. Cela n'explique pas les virements à une LLC tierce. Sommes-nous clairs sur cette distinction? Douglas Farré a dit qu'ils étaient clairs. Paige avait une déclaration préparée. Farré l'a présentée tôt dans la procédure. Un compte rendu soigneusement rédigé d'un sentiment d'invisibilité dans le mariage, de la recherche d'une connexion ailleurs, de la prise de décision financière sous la contrainte émotionnelle. Elle en a lu des extraits à haute voix d'une voix régulière, mais emplie de quelque chose qui était conçu pour être perçu comme de la vulnérabilité. La juge Eroer l'a laissé finir. Puis elle a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur le banc. Madame Stafford, a-t-elle dit, non sans gentillesse, mais avec la précision de quelqu'un qui avait entendu toutes les variations de ce discours particulier. Je comprends que les mariages se détériorent pour des raisons complexes et que la douleur émotionnelle est réelle. Je ne rejette pas cela. Ce que j'aborde aujourd'hui, c'est le mouvement de 840 000 $ de comptes détenus conjointement sur une période de 7 mois et le transfert ultérieur de 160 000 de ces dollars à une entité commerciale enregistrée auprès d'un tiers. Ces transactions ne deviennent pas juridiquement neutres parce que la personne qui les a effectuées était malheureuse. Comprenez-vous la distinction que je fais?
La salle d'audience était très silencieuse. La mâchoire de Paige s'est légèrement contractée. Elle a dit qu'elle comprenait. Robert a ensuite présenté les preuves dans l'ordre. Dana Osgood a témoigné en tant qu'experte médico-légale. Claire, méthodique, inébranlable sous le contre-interrogatoire de Farré. L'appel téléphonique enregistré a été diffusé intégralement. Lorsque la voix de Paige a résonné dans le haut-parleur de la salle d'audience disant que « le fait que ce soit moi qui ai soulevé les préoccupations concernant notre relation en premier, ça compte légalement », la juge Roer a pris note sans changer d'expression. La documentation de la LLC a suivi les registres d'hôtel. Les métadonnées des photos plaçant Spencer à notre domicile. Au moment où Robert a terminé son exposé, Farré avait très peu d'éléments sur lesquels travailler. Il a présenté ses arguments avec soin et professionnalisme, mais les arguments construits sur des bases fragiles ne gagnent pas en intégrité structurelle grâce à la qualité de la prestation. La juge Roer a statué sur les demandes d'actifs le jour même. Elle m'a accordé la récupération intégrale des actifs matrimoniaux transférés. Elle a ordonné à Paige de liquider le compte d'épargne personnelle et de restituer les fonds à un compte sous la supervision du tribunal en attendant la distribution finale. Et a renvoyé la documentation du transfert de la LLC au bureau du procureur du comté de Travis pour examen des éventuels statuts de fraude financière. Elle n'a pas statué sur le renvoi de la LLC, cela étant hors de sa juridiction, mais elle a clairement indiqué dans son langage que les transferts n'étaient pas compatibles avec un objectif financier légitime reconnu. Le jugement de divorce a été prononcé 3 semaines plus tard. La maison, que j'avais achetée avant notre mariage et qui n'avait jamais été correctement cotitrée en raison d'une erreur de documentation supervisée par Paige, est restée entièrement ma propriété. Je suis sorti du tribunal sous un soleil de juillet éclatant et je suis resté sur les marches un instant. Robert m'a serré la main et a dit « Nous avons bien travaillé ». Je l'ai remercié et je le pensais. Puis j'ai marché jusqu'à ma voiture seule, me suis assis au volant et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi pendant 1 minute entière avant de démarrer le moteur. Ce n'était pas un triomphe. C'était le sentiment tranquille et spécifique d'un long et difficile travail enfin terminé. 3 mois se sont écoulés. Austin à l'approche de l'automne est une chose particulière. La chaleur se brise enfin, les soirées deviennent plus fraîches, la ville expire après un long été comme si elle avait retenu quelque chose. Je l'ai remarqué plus que d'habitude cette année-là. Peut-être parce que je faisais attention à des choses que j'avais cessé de remarquer pendant les années où j'étais entièrement concentré à maintenir un mariage qui s'effondrait avec des mains fermes et une ignorance délibérée. J'avais emménagé dans un nouvel endroit dans l'est de la ville, un appartement de 2 chambres dans un bâtiment converti avec des murs de briques apparentes et de hautes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin d'une manière que la maison de Terrytown n'avait jamais eue. Je l'avais meublé moi-même, pièce par pièce, sans compromis ni négociation. La simplicité de cela me semblait significative d'une manière inattendue. Tess est venue un samedi après-midi avec une bouteille de bon bourbon et l'air particulier qu'elle arborait quand elle voulait avoir une vraie conversation mais n'allait pas la forcer. Nous nous sommes assis sur le petit balcon et elle a laissé le silence s'installer un moment avant de dire « Il y a quelque chose à quoi je pense depuis le début de tout ça. » La façon dont Paige l'a présenté, le truc du mariage libre. Le langage j'ai besoin d'explorer. Penses-tu qu'elle croyait réellement que c'était un choix légitime qu'elle t'offrait? Ou penses-tu qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait? J'y ai réfléchi honnêtement. Les deux, ai-je dit. Je pense qu'elle s'était convaincue que c'était une demande raisonnable parce que l'alternative, admettre qu'elle avait déjà pris une décision et qu'elle gérait juste la sortie, exigeait plus de conscience de soi qu'elle ne voulait en avoir. Mais sous le langage. C'était une manœuvre. Elle voulait établir un récit où elle était honnête et ouverte, pas trompeuse, afin que si jamais cela allait au tribunal, elle se positionne comme le partenaire communicant. Tess a fait tourner son verre lentement. Donc le cadre du mariage ouvert n'était pas de la liberté. C'était une couverture. C'était une couverture, ai-je dit, et ça a failli marcher. Sauf qu'elle l'a dit à voix haute devant des témoins avant d'avoir un avocat. Tess a secoué la tête lentement. C'est la partie qui me dérange, l'audace. Se lever à la table de Kyle et l'annoncer comme si elle présentait un rapport trimestriel. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, ai-je dit, ou que je supplie. C'était le calcul. Elle n'a jamais envisagé que je cherchais déjà. Nous sommes restés silencieux un moment après cela, observant le quartier en contrebas sous la lumière du début de l'automne. La question à laquelle je n'avais pas répondu à haute voix, ni à Tess, ni pleinement à moi-même,
était celle concernant Michel Langford, si l'envoi de cette lettre était juste. J'avais pris la décision et je la maintenais. Mais maintenir une décision et être en paix avec chaque aspect de celle-ci sont des choses différentes. Michel avait donné naissance à sa fille, déménagé à San Antonio et demandé le divorce à Spencer. Ce sont des faits que je connaissais. Ce que je ne savais pas et ne pouvais pas savoir, c'était ce que ces semaines lui avaient coûté, comment elle l'avait traité, ce que cela avait fait à sa grossesse qui aurait dû être une joie simple. J'en ai parlé clairement à Tess. Elle a écouté et quand j'ai eu fini, elle a dit, tu lui as donné la vérité et tu l'as laissé décider quoi en faire. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Je continue de me demander si le timing était mauvais, ai-je dit. Le timing était le sien, a dit Tess, pas le tien. J'ai laissé cela s'ancrer. Cela a aidé, de la manière dont les choses précises aident quand on apportait quelque chose d'imprécis. Professionnellement, rien n'avait changé de manière spectaculaire. Mon entreprise était restée stable pendant toute cette période. 12 employés qui n'avaient jamais su que quelque chose n'allait pas. Des contrats qui avaient continué à fonctionner parce que j'avais construit des systèmes qui ne nécessitaient pas mon attention constante pour fonctionner. Cela, au moins, était une chose que j'avais bien faite. Spencer Langford avait été licencié de son poste suite à l'examen interne. Le bureau du procureur du comté de Travis avait ouvert une enquête préliminaire sur les transferts de la LLC. Aucune accusation n'avait encore été portée, mais le dossier était ouvert, ce qui signifiait que la fenêtre de responsabilité était toujours active. Je prenais des nouvelles de Robert Hay périodiquement. Il me disait d'être patient. J'étais bon pour la patience. J'étais à une conférence industrielle à Houston à la mi-octobre. 2 jours de table ronde et de dîner de réseautage que j'avais failli sauter avant de décider que l'isolement n'était pas la même chose que la guérison. Quand je me suis retrouvé en conversation, lors de la réception du soir, avec une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Elle était posée, directe avec le genre d'économie de langage qui vient d'années passées dans un domaine qui ne récompense pas la décoration. Nous avons parlé pendant 20 minutes avant qu'elle ne mentionne, par hasard, qu'elle travaillait dans l'investigation financière médico-légale. Je l'ai regardée. Pour qui travaillez-vous? Elle a nommé le cabinet. C'était le cabinet de Dana Osgood. Je connais quelqu'un là-bas, ai-je dit prudemment. Elle a légèrement penché la tête. Dana Osgood. Oui. Une brève pause. Elle a mentionné votre affaire, a-t-elle dit. Pas par son nom, mais la structure en était suffisamment distinctive pour que, lorsque vous avez dit ce que vous faisiez la sécurité à Austin, j'ai fait le rapprochement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit que c'était le cas de fraude matrimoniale le plus méthodiquement documenté qu'elle ait traité en 11 ans. Je n'ai pas su quoi dire pendant un instant. Puis j'ai dit, j'ai eu un bon professeur. 12 ans à construire des systèmes qui détectent les choses que les gens ne pensent pas laisser derrière eux. Son nom était Priya Merritt, 38 ans, collègue de Dana. Brillante et apparemment imperturbable par la gravité particulière qui accompagne un homme qui vient de survivre à quelque chose d'important. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Elle m'a donné sa carte. Je l'ai tenue pendant le trajet de retour à mon hôtel ce soir-là, la retournant entre mes doigts dans l'obscurité du siège arrière, sans y lire d'intention cachée, sans en tirer de conclusion hâtive, juste en reconnaissant que le monde continuait de tourner, continuait d'offrir des choses. Et qu'un homme qui avait passé 1 an à regarder en arrière pourrait soigneusement, sans se presser, recommencer à regarder en avant. Cela me semblait suffisant pour travailler.